Une seule instruction inattendue du contrôleur aérien déclenche une série d'événements qui semblent totalement inexplicables. Un Airbus A320 parfaitement fonctionnel fonce à travers la nuit vers la mer sombre en contrebas. Mais pourquoi? Restez avec nous. Tous les accidents sont tragiques, mais ce sont ceux qui sont vraiment inutiles qui restent en mémoire, ceux qui n'ont aucune raison ni explication. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Le 3 juillet 2006, un équipage d'Armavia se préparait pour un court vol d'1 heure depuis Erevan, en Arménie, à destination de Sotchi, en Russie. Le vol était un vol de nuit régulier, avec un départ prévu à minuit 40, et la météo générale de la région était dominée par une dépression dans la partie orientale de la mer Noire. Cette dépression avait provoqué le passage d'un front froid au-dessus de la destination Sotchi, apportant avec elle des nuages bas, une mauvaise visibilité et, par moments, de fortes averses. Le commandant de bord avait 40 ans au moment de l'accident et il volait pour Armavia depuis environ 2 ans et comme commandant de bord sur l'Airbus A320 depuis moins d'1 an. Avant, il pilotait le Yak-40 pour une autre compagnie aérienne arménienne, puis il a obtenu la qualification de type sur l'Airbus A320 à la SAS Flight Academy à Stockholm, où je travaillais également à cette période, mais pas avec ses équipages. Lors de la formation, il a reçu des commentaires positifs de ses instructeurs, mais aussi des remarques sur son manque d'annonces. Il avait accumulé environ 5500 heures de vol au total et 1436 heures sur l'Airbus A320. Ce soir-là, le commandant de bord était avec un copilote de 29 ans, lui aussi chez Armavia depuis environ 2 ans. Il avait auparavant piloté le Tupolev 154 et l'ATR 42 pour un autre exploitant, mais il est ensuite allé à la SAS Flight Academy, a obtenu sa qualification de type sur l'Airbus 320 et a commencé à travailler pour Armavia. Il totalisait environ 2200 heures de vol, dont environ 1000 heures sur Airbus. L'appareil qu'il devait piloter cette nuit-là, un Airbus A320 de 9 ans, était en parfait état selon le carnet technique. Conformément à la législation arménienne, l'équipage a subi un contrôle médical avant le vol à 23h30 heure locale, puis ils ont commencé à consulter leur documentation de briefing pré-vol et ils ont rapidement constaté que la météo à destination était assez limite. Mais étant donné qu'il s'agissait d'un vol très court d'environ 1 heure seulement, ils ont décidé d'embarquer suffisamment de carburant pour pouvoir rejoindre Sotchi, puis de rejoindre leur aéroport de dégagement si nécessaire, ou de revenir à Erevan en cas de besoin. Ils ont estimé avoir besoin de 10 tonnes de carburant, ont contacté leur société d'assistance et les ravitailleurs ont commencé le plein. Les pilotes ont également consulté les NOTAM où il n'y avait rien de significatif, puis ils ont vérifié la carte des phénomènes météorologiques significatifs à basse altitude qui signalaient quelques zones de turbulence à basse altitude, mais rien qui les empêcherait de voler. Ils sont donc passés à l'étape suivante, ont commencé à faire le briefing de leurs 5 membres d'équipage de cabine pour ce vol, ainsi que de l'ingénieur de vol qui allait également les accompagner vers Sotchi, puis ils se sont dirigés vers l'avion et ont commencé l'embarquement de leurs 105 passagers pour le vol. Les pilotes avaient décidé que le commandant de bord serait le pilote en fonction pour le premier vol, alors il est allé dans le cockpit et a commencé la préparation avant vol pendant que le copilote effectuait l'inspection extérieure. Et à ce moment-là, tout était normal, sauf que les pilotes faisaient quelques commentaires sur le fait qu'ils se sentaient un peu fatigués. Ils avaient eu plus de 24 heures de repos avant le vol, mais travailler de nuit reste difficile et le corps peine à s'y adapter. À minuit 39, l'équipage a reçu l'autorisation de mise en route des moteurs et, environ 8 minutes plus tard, l'Airbus A320 a entamé son roulage de décollage normal avec volet en position 1 depuis l'aéroport d'Erevan. Lorsque l'avion a quitté le sol, le commandant de bord a demandé la rentrée du train d'atterrissage et a commencé à rentrer les volets selon la procédure. À une altitude de 2370 pieds, il a engagé le pilote automatique puis a poursuivi la montée. Le copilote gérait les communications radio et, au début, ils ont reçu des vecteurs pour éviter une centrale nucléaire, puis également des nuages orageux, mais finalement, ils ont contacté le contrôle d'Erevan et ont reçu l'autorisation de monter au niveau de vol 200. Le contrôleur aérien a aussi signalé à l'équipage une visibilité de 2000 mètres dans la brume et une base nuageuse à 170 mètres à Sotchi. Oui, je sais que les Russes utilisent les mètres pour donner les altitudes, alors que le reste d'entre nous utilise les pieds. À mon avis, c'est logique, mais complique un peu la narration, donc je vous donnerai les valeurs en pieds et en mètres, comme dans le rapport final.
Le problème avec ce bulletin météo, c'est que les conditions météo minimales requises pour pouvoir débuter l'approche ILS à Sotchi étaient une visibilité de 2500 mètres et une base des nuages d'au moins 175 mètres. Avec cette météo, il ne pourrait pas entamer l'approche là-bas. Le copilote a pris note de ce bulletin météo, puis a reçu l'autorisation de monter vers leur niveau de croisière final, le niveau de vol 340, soit 34 000 pieds. L'enregistreur phonique du cockpit indique que les pilotes discutaient maintenant de la situation météorologique, et à ce moment-là, il semblait qu'ils envisageaient tous les deux la possibilité de ne pas pouvoir poursuivre vers leur destination. Cependant, cela allait bientôt changer car à 01:20, le copilote a contacté le contrôleur d'approche de Sotchi et lui a demandé de clarifier la situation météorologique. Le contrôleur d'approche a indiqué qu'à ce moment, la météo était sous le minimum requis pour l'ILS des pistes 06 et 02, les seules pistes d'atterrissage à Sotchi à cause du relief opposé à l'aérodrome. Le copilote a alors informé le contrôleur qu'ils avaient environ 1 heure de carburant de réserve à bord et il lui a demandé s'il y avait des prévisions d'amélioration de la météo pour l'heure à venir. Le contrôleur est parti consulter un expert en prévision météorologique et, à son retour, il a annoncé que la météo pour l'heure à venir prévoyait une visibilité de 1500 mètres et une base des nuages à 150 mètres, ce qui est bien en dessous du minimum d'atterrissage. Le contrôleur a omis de préciser qu'il s'agissait d'une prévision par moment, indiquant la pire météo prévue pour l'heure suivante. Ce n'était pas un aperçu complet et précis de la situation météorologique. L'avion se trouvait maintenant à environ 180 km de Sotchi et, sur la base de ce bulletin météo, l'équipage a alors choisi de retourner à leur aérodrome de départ, Erevan. Ils ont informé leur contrôleur aérien qui leur a dit de tourner à gauche en direction d'un point airnav appelé Barous, et c'est ici que cette histoire aurait pu se terminer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelque chose d'autre se passe dans ce cockpit. Même si cette décision de retourner à Erevan semblait raisonnable, compte tenu des informations météorologiques dont il disposait, le commandant de bord a maintenant indiqué qu'il commençait à être irrité par le contrôleur d'approche de Sotchi. L'enregistrement du cockpit montre que le commandant pensait que le contrôleur d'approche avait des arrière-pensées personnelles dans cette affaire. C'était aussi le premier signe que ce commandant paraissait de plus en plus décidé à faire atterrir l'avion à Sotchi. Durant la discussion, le contrôleur d'approche de Sotchi a contacté l'équipage sur la seconde radio pour demander leur décision, et le commandant a répondu « Oui, quelle décision? Nous retournons à Erevan », visiblement irrité. 10 minutes plus tard, alors que l'avion retourne vers Erevan, l'équipage contacte à nouveau le contrôleur d'approche de Sotchi pour une mise à jour météo. Mais cette fois, l'équipage informe également le contrôleur qu'ils ont des députés à bord. Ce à quoi ils font probablement référence ici, ce sont des membres de la Douma russe, des hommes politiques de haut rang. Ce n'était pas vrai, mais ils l'ont sûrement dit pour influencer le contrôleur et obtenir de meilleures conditions météo afin de retourner à Sotchi. Le contrôleur est revenu et a indiqué que la visibilité actuelle est d'environ 3000 mètres avec une base des nuages à 170 mètres, donc c'est juste autour du minimum, mais ces dernières minutes, tout allait bien. Cela a poussé l'équipage à changer d'avis une nouvelle fois et ils ont alors informé le contrôleur de Tbilissi avec qui ils étaient en contact que Sotchi était de nouveau ouvert et lui ont demandé s'ils pouvaient faire demi-tour vers Sotchi. Le contrôleur de Tbilissi a approuvé et leur a indiqué d'aller directement au point Banut. À présent, le commandant de bord commence à préparer l'approche et sur l'enregistreur de voix du cockpit, on peut les entendre effectuer le briefing d'approche et, dans le cadre de ce briefing, ils discutent de la manière d'effectuer une remise de gaz correcte pour la piste 06. La procédure d'approche stipule qu'en cas de remise de gaz, l'avion doit virer à droite sur un cap de 240 degrés et monter à 2100 pieds, soit 600 mètres, en maintenant une vitesse maximale de 200 nœuds. Retenez bien cette procédure de remise de gaz, elle sera importante plus tard. À 1h52, l'équipage a reçu sa première autorisation de descente à 22 000 pieds. Ceci a été initié en mode dit géré, ce qui signifie dans l'Airbus que l'avion suit essentiellement une trajectoire de descente prédéterminée. Mais pour une raison quelconque, ce mode de descente semblait irriter le commandant de bord. Il a fait une remarque en disant « Celui-là ne veut pas rester en mode géré, hein mon frère? Regarde ici, il ne veut pas, tu ne peux pas le forcer. » Le copilote a répondu « Eh bien, engage ton pilote automatique si tu veux, le tien est meilleur en descente. » Et puis ils ont tous les deux ri.
Le pilote automatique a ensuite été changé du pilote automatique 2 au pilote automatique 1, puis le mode de descente est passé du mode géré au mode de descente ouverte. Désormais, le pilote automatique allait tenter de descendre en respectant une vitesse indiquée plutôt que la trajectoire prévue. Cela pourrait potentiellement être perçu comme un manque de compréhension de la part du commandant de bord concernant son système de pilote automatique, mais cela pourrait aussi indiquer qu'il voulait simplement descendre plus rapidement afin d'anticiper peut-être un raccourci et d'arriver à Sochi plus vite. Une chose qui a été remarquée, c'est que le commandant de bord avait tendance, pendant la descente, à changer de mode et à modifier certains paramètres sans informer son collègue, le copilote, de ce qu'il faisait. Maintenant, il est obligatoire d'annoncer tout changement que nous effectuons, et ce n'est pas seulement parce que nous voulons suivre les procédures opérationnelles normalisées. C'est aussi parce qu'il est crucial que les deux pilotes partagent la même compréhension de la situation. Ainsi, un pilote ne découvre pas soudainement un mode de descente différent sur son annonciateur de mode de vol sans en comprendre la raison. Quoi qu'il en soit, pendant la descente, il y a eu d'autres signes montrant qu'au moins le copilote ressentait un peu de fatigue, car à un moment donné, il a dit « Mince, qui effectue de tels vols en étant nerveux et sans assez de sommeil ?» Alors qu'ils descendaient davantage, les pilotes ont également discuté du fait qu'ils n'allaient plus contacter le contrôleur d'approche de Sochi tant qu'ils n'y seraient pas absolument obligés, par crainte qu'il ne leur annonce à nouveau une météo encore pire pour les empêcher de commencer leur approche. Mais à 2 heures du matin, le contrôleur de Tbilissi les a transférés au contrôleur d'approche de Sochi pour leur descente finale vers l'aéroport. Ils ont été autorisés à descendre à 5900 pieds et à se diriger vers le point Goukin. Ils ont aussi reçu les dernières informations météo qui étaient acceptables à ce moment-là, une visibilité de 4000 mètres, un plafond de 180 mètres avec de faibles averses de pluie et une visibilité temporaire de 1500 mètres. La température était de 11 degrés, le point de rosée de 11, et la pression de 1016 hectopascales. Le contrôleur aérien leur a aussi signalé qu'ils étaient trop hauts sur le profil et devaient descendre plus vite. Sinon, ils n'allaient pas pouvoir effectuer le dernier virage vers l'approche. L'équipage a accusé réception et a porté la vitesse à 280 nœuds pour tenter de retrouver le profil. À ce moment-là, ils se trouvaient à environ 47 km de l'aérodrome, soit environ 25 000 nautiques, et ils étaient à une altitude de 12 700 pieds. Pour vous donner une idée, à cette distance, ils auraient dû être à environ 8 000 pieds, donc ils étaient effectivement assez hauts. Le contrôleur a de nouveau rappelé aux pilotes qu'ils étaient hauts sur le profil avant de les transférer au contrôleur suivant. L'enregistrement des conversations du cockpit montre que les pilotes étaient agacés par la gestion du contrôleur. Et il est probable que le fait qu'ils étaient aussi agacés et qu'ils commençaient également à être un peu stressés du fait d'être hauts sur le profil ait pu commencer à avoir un impact sur la façon dont ils pilotaient l'avion. À 2 heures 3 minutes et 56 secondes, le commandant de bord tente de s'aligner sur la trajectoire d'approche finale en utilisant le mode sélection de cap. Le problème cependant, c'est qu'à ce moment-là, il est à 10 260 pieds avec une vitesse indiquée de 280 nœuds, ce qui est beaucoup trop élevé. Il s'en rend compte, il active le mode vitesse verticale et l'augmente à environ 2500 pieds par minute, mais ce faisant, cela augmente la vitesse verticale sans pour autant ralentir l'avion. Et à cause de cela, l'avion traverse l'axe de la finale et se retrouve du côté gauche. Le commandant déconnecte brièvement le pilote automatique, sans doute pour ramener l'avion en finale. Mais après environ 14 secondes, il réactive le pilote automatique et règle un cap de 090 degrés pour intercepter. En même temps, le contrôleur d'approche les informe qu'ils sont à gauche de l'axe de piste et leur demande de tourner cap 090. À cela, l'équipage répond que c'est déjà ce qu'ils ont fait. À ce moment, l'enregistrement du cockpit montre que le commandant de bord devient très agacé par les contrôleurs et effectue diverses actions comme déconnecter le pilote automatique sans en informer le copilote. Nous abordons maintenant la séquence de l'accident de ce vol, mais avant, je souhaite partager ce bref message de mon sponsor qui permet à mon équipe et moi de créer ces vidéos. Valise, vérifié. Brosse à dents, vérifié. NordVPN, vérifié. En voyage à l'étranger, NordVPN, sponsor du jour, est indispensable pour moi. En modifiant ma localisation virtuelle, j'accède à toutes mes émissions préférées comme chez moi et parfois à des plateformes de streaming moins chères.
Si un site web ou un service particulier n'est pas disponible dans le pays où je me trouve, j'ouvre simplement l'application sur mon téléphone, je choisis un nouvel emplacement dans l'application où je sais qu'il est disponible et en quelques secondes, je suis connecté. C'est littéralement aussi simple que ça et vous pouvez choisir parmi 5800 serveurs répartis dans 59 pays différents. Par exemple, si vous voulez me regarder sur YouTube en Chine ou discuter avec un ami sur Skype à Dubaï, alors NordVPN est la solution. Il vous connectera à un serveur distant et modifiera votre adresse IP. Vous bénéficierez d'une connexion rapide et pourrez regarder des vidéos en toute sécurité, même sur un Wi-Fi public. Alors commencez à naviguer sur Internet librement et en toute sécurité dès aujourd'hui et bénéficiez d'une réduction incroyable en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous, nordvpn.com/pilot, et c'est totalement sans risque car NordVPN propose une garantie de remboursement de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le passage de l'avion au-delà de l'axe d'approche a offert à l'équipage quelques miles de plus pour descendre à l'altitude requise. Et à 2h07:02, le commandant de bord est repassé en mode descente ouverte et l'avion est descendu puis s'est stabilisé à l'altitude autorisée de 620 mètres. Le commandant a activé le mode approche pour intercepter l'axe d'alignement et l'équipage a fini les checklists d'approche. 30 secondes plus tard, le contrôleur aérien informa l'équipage que la météo s'était nettement dégradée. La base des nuages était maintenant à 160 mètres, ce qui était inférieur au minimum requis pour débuter l'approche, et il leur a demandé de continuer à suivre l'axe d'approche mais de ne pas amorcer la descente. Il est important de souligner qu'en Russie, un contrôleur d'approche a la capacité d'empêcher un avion d'initier une approche et même d'interrompre une approche en cours si la météo passe en dessous des critères requis. Ce sont les règles russes. Selon l'OACI, la plupart de ces responsabilités reviennent au commandant de bord. C'est le commandant de bord qui décide s'il poursuit ou non une approche, et ce vol était effectué selon les règles de l'OACI puisqu'il s'agissait d'un vol international, donc les règles de l'OACI auraient dû être respectées, mais cela n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, lorsque les pilotes ont reçu cette mise à jour météo, ils ont réagi furieusement dans le poste de pilotage, se sont mis à jurer contre le contrôleur aérien alors même qu'ils étaient en train d'effectuer la checklist d'approche à ce moment-là. L'avion ayant capté l'axe d'alignement, le commandant a dit « Sortons les volets 1 qu'il aille se faire voir », montrant sa volonté de poursuivre l'approche coûte que coûte. Il a ensuite continué à sortir les volets 2 et à réduire la vitesse de l'avion jusqu'à la vitesse minimale de manœuvre. Alors que les volets sortaient, le contrôleur a informé l'équipage que la météo était désormais au-dessus des minima 4.1 et a autorisé la poursuite de l'approche. Il leur a aussi demandé de contacter le contrôleur Tour pour l'autorisation d'atterrir, ce que l'équipage a fait. Ils ont sorti le train d'atterrissage, activé le mode de capture du plan de descente, puis, 15 secondes plus tard, le mode est passé en suivi du plan de descente et l'avion a commencé à descendre. Le second pilote automatique activé, l'équipage a sorti les volets sur 3 puits complets, comme prévu au briefing. Et à 1525 pieds, l'avion était complètement établi sur le plan de descente, descendant normalement avec toutes les vérifications terminées. À ce stade, cela ressemblait à une approche tout à fait normale. Le copilote a fait une remarque, ajoute un peu, on est presque sur le VLS. Le commandant de bord a alors augmenté la vitesse de 4 nœuds, ce qui montre qu'à ce stade, la coordination dans le cockpit fonctionne plutôt bien. Il est raisonnable de penser qu'à ce stade, les deux pilotes s'attendaient à un atterrissage ou, au pire, à une remise de gaz au minima. Nous, les pilotes, nous préparons toujours mentalement à une remise de gaz, mais en général, une remise de gaz est quelque chose qui se produit tout à la fin de l'approche lorsque nous atteignons nos minima. En cas de remise de gaz non standard, celle-ci intervient plutôt durant l'approche. C'est souvent une manœuvre plus complexe demandant coordination et communication entre membres d'équipage. Et la raison à cela, c'est que l'avion peut ne pas être en configuration d'atterrissage, où nous pouvons être plus proches de notre altitude de remise de gaz, ce qui réduit le temps pour effectuer correctement cette procédure. Pour réussir une remise de gaz non standard, la clé est de prendre quelques secondes pour discuter avec votre collègue de la procédure à suivre. Quelle configuration allez-vous utiliser? À quelle altitude allez-vous monter? Et ce n'est que lorsque vous partagez tous les deux une vision commune de votre situation et de ce que vous allez faire que vous exécutez la remise de gaz.
Normalement, il y a largement le temps d'avoir cette petite discussion car même si le contrôleur aérien peut vous demander de remettre les gaz, à moins qu'un avion ne passe réellement devant vous sur l'axe d'approche, vous pouvez continuer à descendre sur le plan de descente. Il faut avoir cette discussion avant d'exécuter la remise de gaz. Il y a le temps de le faire. C'est important de s'en souvenir pour ce qui va se passer ensuite. À 2h11:40, le contrôleur de la tour qui avait précédemment donné l'autorisation d'atterrissage à l'avion revient soudainement sur la fréquence en disant « Armavia 967, arrêtez la descente ». Nuage à 100 mètres, virez à droite et montez à 600 mètres. Il est important de noter qu'il ne leur demande pas de remise de gaz. L'avion se trouvait maintenant à une distance d'environ 3,8 miles nautiques et à une altitude de 1280 pieds. La procédure correcte de remise de gaz que les pilotes auraient dû suivre dans cette situation aurait été d'avancer la manette de poussée en position toga. Cela aurait activé le mode remise de gaz, puis ils auraient dû demander la bonne configuration de volets pour la remise de gaz, c'est-à-dire les ramener de pleine sortie à 3, puis cabrer pour la remise de gaz. Le pilote automatique étant engagé, il aurait effectué la remise de gaz à leur place. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Au lieu de cela, le copilote a répété « virage à droite en montée vers 600 », mais au lieu d'activer le mode toga, le commandant de bord a appuyé sur le bouton PTLO, le bouton de mise en palier. Cela a entraîné l'arrêt immédiat de l'approche, l'avion passant alors en palier en mode vitesse verticale et cap. Cela a également provoqué la déconnexion du deuxième pilote automatique, générant une alerte dans le cockpit, mais le premier pilote automatique est resté engagé. Le commandant de bord a ensuite déplacé le sélecteur de cap vers la droite sur un cap de 173 degrés, ce qui a initié un virage à droite avec une inclinaison de 25 degrés. Et, curieusement, il a également commencé à appliquer de la gouverne de direction à droite, ce que l'on ferait sur un petit avion pour coordonner un virage, mais ce n'est pas nécessaire sur un avion comme l'Airbus A320. Cela pourrait indiquer que le commandant de bord commence à être en surcharge mentale, une situation dans laquelle on a tendance à revenir aux procédures apprises plus tôt dans notre expérience. L'avion maintient maintenant une altitude de 1114 pieds avec le train d'atterrissage toujours sorti et les volets complètement déployés, ce qui signifie qu'il vole avec une traînée considérable. Le contrôleur aérien reprend la parole et rappelle à l'équipage de tourner à droite et de monter à 600 mètres, ce que le copilote répète. Et maintenant, curieusement, le commandant de bord lève la main et modifie le sélecteur d'altitude de 600 mètres, qui était déjà réglé dans le cadre de la préparation pour la remise de gaz, à 975 mètres, soit 3200 pieds. Et il n'y a pas vraiment d'explication à ce qu'il fait. Cela pourrait simplement être une réaction au fait qu'on lui demande à nouveau de monter alors que l'avion ne monte pas. Nous n'en savons pas vraiment plus. Ce que nous savons, c'est que les manettes de poussée ont maintenant été déplacées non pas en position toga, mais en position montée, ce qui active le mode montée ouverte sur le pilote automatique. Et voici maintenant le problème suivant. En raison d'une logique prédéfinie d'Airbus, si le mode montée ouverte est activé et que l'altitude cible réglée est supérieure de plus de 1200 pieds à l'altitude de l'avion, la montée ouverte fixera une assiette cible pour atteindre environ 8000 pieds par minute et l'automanette passera en mode vitesse Mach. La vitesse chute à 129 nœuds, soit 8 nœuds en dessous de la valeur sélectionnée, et un avertissement indique Speed, speed, speed. peut être entendu dans le cockpit. À ce moment-là, le pilote automatique se rend également compte qu'il ne peut pas atteindre le taux de montée souhaité avec autant de traînée et il commence à piquer du nez afin de préserver la vitesse. Mais il est très probable que cet avertissement, associé à cette réaction inattendue du pilote automatique, ait profondément surpris les pilotes. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'à présent? Eh bien, il semble que le commandant de bord ait réagi à l'instruction du contrôleur aérien de manière littérale plutôt que d'exécuter une remise de gaz, ce qui était l'intention du contrôleur. La raison à cela pourrait être la fatigue, la confusion mentale ou la surcharge, mais le résultat est que l'avion fait maintenant quelque chose, il se comporte d'une manière que les pilotes n'ont jamais vue auparavant, et cela ne fait probablement qu'ajouter à la confusion. La bonne réaction du pilote à une alerte vitesse, vitesse, vitesse est d'ajouter de la poussée et c'est effectivement ce que les pilotes font maintenant. Ils déplacent les manettes de poussée en position toga, ce qui active enfin le mode remise de gaz.
La seule chose que les pilotes ont maintenant à faire est de suivre la procédure standard de remise de gaz, commencer à réduire les volets, rentrer le train d'atterrissage et ainsi de suite. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Le pilote désactive alors le pilote automatique restant via le bouton du manche à balai et l'avion est désormais piloté manuellement avec l'aide du directeur de vol. Nous ignorons pourquoi le commandant a déconnecté le pilote automatique. Cela pourrait avoir été en réponse à l'alerte « vitesse, vitesse, vitesse » où il a peut-être pensé que l'avion ne réagissait pas assez rapidement. Il pousse maintenant le manche à balai vers l'avant jusqu'à 8 degrés d'assiette à cabrer, réduisant l'angle de roulis à environ 20 degrés. Cela signifie toujours que l'avion continue de monter dans un virage à droite peu prononcé, mais à un rythme plus lent que ce que le directeur de vol demandait. Les directeurs de vol affichent désormais un ordre de cabrage bien plus important sur l'écran principal de vol. Pendant qu'il tourne, le commandant de bord applique également davantage de gouvernes de direction à droite, ce qui va encore une fois à l'encontre de sa formation sur ce type d'appareil, et l'enregistreur phonique de cockpit indique que les deux pilotes subissent désormais des niveaux de stress nettement plus élevés. À 2h12:20, l'altitude sélectionnée sur le panneau de contrôle de mode est abaissée de 3200 pieds à 2000 pieds suite à des discussions intenses dans le cockpit. Comme l'altitude sélectionnée a maintenant été abaissée, le directeur de vol le reconnaît et s'abaisse afin de réduire le taux de montée. Il est maintenant possible que le mouvement de la barre du directeur de vol ait été interprété par le commandant de bord comme un cabrage soudain. Au même moment, l'avion a dépassé les 1500 pieds et à ce stade, la poussée a été déplacée de la position toga à la position de montée, comme cela doit être fait à cette altitude. Cela signifiait également que la vitesse sélectionnée par le pilote automatique était maintenant passée en phase d'accélération afin de faciliter la rentrée des volets et l'avion a commencé à accélérer. Cette accélération s'est produite au même moment où l'avion a viré de plus de 90 degrés par rapport à l'axe central, ce qui signifie que l'avion pointait désormais vers la mer, s'éloignant du rivage et supprimant tous les repères visuels extérieurs pour le commandant de bord. Et il est possible que cette perte de repères visuels extérieurs soit un indice de ce qui s'est passé ensuite. Vous voyez, l'oreille interne humaine n'est pas capable de distinguer entre une accélération et un cabrage sans repère visuel extérieur. Cela signifie qu'une accélération peut être ressentie comme un cabrage et inversement. Ceci est connu sous le nom d'illusion somatographique et c'est en fait ce que nous utilisons dans les simulateurs de vol complet afin de simuler l'accélération et la décélération. Le commandant de bord a peut-être mal compris ou mal surveillé son écran principal de vol lors de cette manœuvre, et la combinaison de la perte des repères visuels extérieurs, de l'accélération soudaine et de la descente de la barre de commande du directeur de vol aurait pu être interprétée comme un cabrage soudain. Et c'est à cela qu'il a réagi, car la prochaine chose qui se produit, c'est que le commandant de bord commence à piquer jusqu'à atteindre une assiette initiale de 1,4 degrés. Cela remet l'avion à l'horizontale, puis il augmente l'inclinaison jusqu'à environ 30 degrés de roulis vers la droite. Pendant que cela se produit, le contrôleur de la tour transfère de nouveau l'avion au contrôleur d'approche et le copilote le répète à la radio. L'avion accélère en vol horizontal avec la pleine poussée de montée. Le commandant, s'en apercevant, demande au copilote de rentrer les volets. Il le fait au milieu d'un appel du copilote au contrôle aérien, interrompant ainsi cet appel. L'altitude maximale atteinte par l'avion pendant la remise de gaz était d'environ 1700 pieds, soit 500 mètres, avant que les actions du commandant de bord sur le manche vers l'avant ne commencent à faire descendre l'avion. Cela provoque une accélération beaucoup plus rapide, ce qui signifie que la vitesse de l'avion dépasse rapidement la vitesse maximale autorisée pour la configuration actuelle des volets. Cela déclenche une alarme CRC ou alarme cricket dans le cockpit et cette alerte va se déclencher de façon intermittente jusqu'à la fin du vol. Le copilote tente toujours de rentrer les volets pour éviter l'alarme de survitesse, tandis que le commandant de bord continue de piquer davantage et d'accentuer l'inclinaison à droite. Il a été suggéré que, dans l'état de confusion et de surcharge mentale dans lequel le commandant de bord se trouvait probablement pendant cette situation, il essayait peut-être d'éviter le barber's pole sur le ruban de vitesse, tout comme il l'aurait fait avec une alerte TCAS où l'on essaie de plonger sous l'avertissement rouge.
Nous ne saurons jamais si c'était réellement le cas ou non, mais cela pourrait expliquer pourquoi le commandant de bord continuait à piquer vers le bas. À 2h12 et 47 secondes, la première alerte GPWS peut être entendue dans le cockpit. Cela se produit presque simultanément lorsque le copilote annonce « redresser » mais le commandant de bord poursuit simplement sa descente en spirale. Le copilote intervient maintenant en mettant le manche à balai complètement à gauche pour essayer de sortir l'avion du virage à droite, mais il ne semble pas qu'il essaie de redresser l'avion pour sortir du piquet. Au lieu de cela, en mettant le manche à balai complètement à gauche, il le place involontairement dans une position qui accentue encore davantage l'assiette à piquer. Il ne presse pas le bouton de prise de contrôle, donc selon la logique Airbus, les entrées des deux manches sont moyennées. Ce qui est vraiment triste ici, c'est que le commandant de bord a effectivement essayé de cabrer l'avion à 2 reprises à ce moment-là, peut-être en réponse à l'alerte GPWS. Mais comme le copilote exerçait maintenant une pression complète à gauche sur son manche à balai, avec un peu de pression vers l'avant, la commande de cabrage du commandant de bord n'a eu aucun effet sur l'avion. Et aussi, l'alerte de double commande qui aurait signalé au commandant de bord que le copilote agissait lui aussi sur les commandes n'a pas pu être entendue car l'alerte GPWS avait une priorité plus élevée, annulant ainsi l'alerte de double commande. La vitesse de l'avion avait maintenant largement dépassé la vitesse maximale pour la configuration actuelle et l'autopoussée avait commencé à réduire la poussée afin de diminuer la vitesse autant que possible et de protéger l'avion. Mais ici, l'un des pilotes, on ne sait pas lequel, a ramené la manette des gaz au ralenti puis l'a remise en position de montée à nouveau. Cela a déconnecté l'autopoussée et a fait que la vitesse de l'avion a simplement continué d'augmenter. En même temps, le fait que le commandant de bord mettait son mini-manche à droite et que le copilote le mettait à gauche signifiait que la moyenne des deux devenait presque ailes à plat et l'avion a commencé à sortir du virage. Mais la vitesse verticale, c'est-à-dire le taux de descente, était toujours proche de 6000 pieds par minute alors que l'avion descendait en dessous de 900 pieds au-dessus de la mer. Dans les dernières secondes du vol, des actions de cabrage ont été enregistrées sur l'enregistreur de données de vol. Mais c'était trop peu, trop tard. Et à 2h13 et 3 secondes, l'avion a percuté immédiatement la mer Noire, tuant tous les occupants à bord. Des simulations informatiques ultérieures ont montré que l'avion pouvait être récupéré jusqu'à une altitude d'environ 200 pieds au-dessus de l'eau, à condition que les pilotes aient effectué les bonnes actions sur les commandes. Elles ont également montré que l'avion en lui-même a fonctionné exactement comme il avait été conçu pour le faire. Après la perte de contact radio et radar avec l'avion, le contrôle aérien a alerté les secours, mais le mauvais temps a empêché le décollage de l'hélicoptère de sauvetage. Au lieu de cela, il a fallu quelques heures avant qu'un navire en mer Noire puisse localiser les débris de l'avion qui flottait à la surface de l'eau. L'enquête a commencé immédiatement et rapidement. L'enregistreur de conversation du poste de pilotage ainsi que l'enregistreur de données de vol ont été récupérés sur le site de l'accident. L'enquête a révélé que la météo défavorable avait été le facteur déclencheur de l'accident, poussant le contrôleur à donner une autorisation de remise de gaz non standard. Cela avait probablement provoqué un effet de surprise chez l'équipage, où le commandant de bord avait commencé à appliquer de mauvaises procédures, ce qui a finalement conduit à l'accident mortel. Il a également été démontré que le copilote ne surveillait pas correctement la situation et n'annonçait pas la déviation et qu'aucun des pilotes n'avait appliqué les procédures appropriées associées à une alerte GPWS. Les autorités françaises de l'aviation, le BEA, qui sont les autorités de régulation pour Airbus, ont également apporté des éléments supplémentaires à l'enquête, montrant que l'absence de procédures opérationnelles standards et d'annonces appropriées avait probablement aussi contribué au résultat. Ils ont également pointé un peu plus du doigt les services du contrôle aérien à Sotchi et les recommandations issues de ce terrible accident incluaient un renforcement de la formation des pilotes sur la manière de gérer l'illusion somatographique, principalement la poussée lors de l'utilisation des instruments, mais aussi sur la façon de gérer une remise de gaz non standard et une alerte GPWS.
et à quel point il est important de maintenir un cockpit stérile pendant les phases critiques du vol. Maintenant, regardez cette vidéo suivante sur la façon dont un équipage a réussi à faire voler un avion pendant près de 2 heures sans commande de vol fonctionnant correctement. Regardez cette playlist si vous voulez enchaîner plus de vidéos d'accidents. Envisagez de rejoindre ma formidable famille sur Patreon ou achetez-vous quelques produits dérivés. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.